Parce qu'après, tu regardes entre les moments où tu poses la question et la réponse, tu vas voir comment tu as. Merci. Voilà. C'est son départ. Il va pas rester assis comme ça. Non mais il va bouger, il va changer. J'ai dansé aussi. Allez, à vous, bonne conférence. Merci. Bonjour, vous allez bien? Merci d'être aussi nombreux. Je vois quelques têtes que je connais. Bonjour Jean-Claude, tu vas bien? Parfait. J'ai eu un jour un rêve quand j'avais 13 ans. Un de mes oncles m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» J'avais 12-13 ans, je crois. Et je lui ai dit « Je veux être heureux. » Alors il m'a répondu « Mais c'est pas un métier. » Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que ça peut faire d'avoir un métier si je suis pas heureux ?» Et mon rêve, justement, c'était d'être heureux. Et de faire exactement ce que je fais aujourd'hui. Et si je vous dis ça, c'est parce que tout le monde peut réaliser ses rêves. J'ai eu ça fait 25 ans que j'enseigne le développement personnel, j'ai vu des vies vraiment changer, se transformer, parce que les personnes ont compris que, en fait, eh bien, nous avons tous un mode d'emploi. Et le développement personnel, souvent on me demande qu'est-ce que c'est que le développement personnel. Ben, le développement personnel, c'est ça, c'est le mode d'emploi de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, de comment fonctionne votre cerveau, comment fonctionne votre esprit, et comment vous pouvez l'utiliser pour créer justement ce bonheur, pour créer la vie que vous voulez avoir. Et tout le monde peut y arriver. Jack Canfield, qui est un Américain qui enseigne, vous en avez peut-être entendu parler, il enseigne le secret, il dit que le succès, c'est comme la combinaison d'un coffre-fort. Une fois que vous avez les numéros, c'est bon, vous pouvez tout le temps ouvrir le coffre-fort, que vous soyez fatigué, que vous soyez en forme, que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez l'ouvrir. Mais aussi, quel que soit votre niveau d'intelligence, que vous ayez un QI élevé, que vous ayez un QI très bas, eh bien, une fois que vous avez le code, vous pouvez ouvrir le coffre. Et c'est ça qui m'a passionné dans le développement personnel, et c'est pour ça que très jeune, je m'y suis intéressé, parce qu'évidemment, dans la vie, on avance aussi grâce à ses carences, grâce aux difficultés qu'on a rencontrées. Parce que si je devais vous décrire ma vie, mon enfance, c'était un conte de Zola. Et mes parents étaient alcooliques, j'étais battu par mes professeurs, j'ai vécu des choses que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Mais c'est pas le déterminisme, ça n'existe pas. Ça n'est pas parce que vous avez un mauvais départ dans l'existence que votre existence ne peut pas changer. Vous savez, il y a des recherches extraordinaires sur le cerveau qui sont menées. On connaît de mieux en mieux le fonctionnement du cerveau et encore, on est très très loin de comprendre comment ça fonctionne. Mais il y a une chose qui ressort de ces études qui sont très intéressantes, et vous le savez sans doute déjà si vous vous intéressez au développement personnel, c'est que vos pensées émettent des vibrations. Et ce que vous ne savez peut-être pas, par contre, c'est que vos pensées positives sont 100 fois plus puissantes que vos pensées négatives. Et que si vous apprenez à contrôler votre pensée, à utiliser votre pensée, mais pour ça il y a une manière de faire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir par la volonté, mais par l'habileté. Et vous pouvez modifier l'état de vos pensées. Vous n'êtes pas obligé de les subir. Et vous n'êtes pas obligé de subir votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Vous pouvez le changer. Alors, il y a des personnes qui viennent me dire « Oui, mais moi j'ai déjà essayé, j'ai étudié plein de méthodes de développement personnel, je me suis donné à toutes sortes de thérapies, j'ai fait toutes sortes de choses dans mon existence. Ça fait même parfois, il y en a, ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils font ça, et ma vie n'a absolument pas changé. Parfois, c'est même encore pire. Mais rappelez-vous l'histoire du coffre-fort. Peut-être qu'il vous manque juste un numéro pour que ça s'ouvre. Parfois, c'est extraordinaire de voir les gens ont tout compris. Quand je les entends, ils ont lu tout ce qu'il fallait savoir sur la nature de l'esprit, sur le fonctionnement de l'esprit. Ils ont fait beaucoup de pratiques de méditation, et ils sont tout près d'avoir la clé. Et parfois, juste un tout petit détail fait la différence et fait que ça ne marche pas. L'autre chose qui est très importante, vous savez, j'ai eu la chance
de rencontrer un lama tibétain du nom de Shimedrezi Rinpoche. Ça a été un de mes principaux mentors. C'était un être absolument exquis, vraiment extraordinaire. En même temps très impressionnant. Souvent les gens le craignaient un petit peu parce qu'il avait cette stature de la force tranquille. C'était un homme très posé, très calme, qui parlait très peu. Mais quand il disait quelque chose, c'était extraordinairement percutant. Et cet homme a énormément influencé ma vie parce que ça a été un des premiers à me donner justement les numéros de la combinaison qui permet d'ouvrir le coffre et de transformer son existence. Et la première chose sur laquelle il insistait beaucoup, quand par exemple j'avais une difficulté ou un problème, j'allais le voir et au lieu de me faire tout un discours philosophique ou psychologique sur mes difficultés, vous savez ce qu'il me répondait? Pratique. Le problème, c'est que beaucoup de gens savent beaucoup de choses, mais ils ne les mettent pas en application. Si vous n'appliquez pas, eh bien, ça ne change rien. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est très important, et c'est le fondement même du développement personnel, c'est que la loi de cause et d'effet est patente. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire que si vous continuez à penser, à agir et à vous exprimer de la même façon, eh bien, il n'y a pas de secret, ça marche très très bien. Vous allez obtenir exactement les mêmes résultats. Par contre, si vous commencez à modifier les choses, si vous commencez à changer votre façon de penser, si vous commencez à regarder les choses sous un autre angle, parce que c'est ça aussi le développement personnel, c'est que, comment dire, c'est extraordinaire. On peut voir dans une même situation, personne ne voit les choses de la même façon. On dit souvent d'ailleurs que la différence qu'il y a entre un pessimiste et un optimiste, c'est que le pessimiste, quand il va marcher dans la rue, il ne verra pas le billet de 50 € qui traîne par terre, il va même marcher dessus et il va passer à côté. L'optimiste, comme c'est quelqu'un de détendu, d'ouvert, de réceptif, il a un champ de conscience beaucoup plus large. Il n'est pas perdu dans ses pensées comme le pessimiste. Il a vraiment son champ de conscience qui est complètement ouvert et il voit les choses. Et lui, il voit le billet de 50 €. Mais non seulement il voit le billet de 50 €, mais il voit toutes les possibilités qui sont offertes. Un être accompli, c'est quelqu'un qui voit la vie comme un champ immense de possibilités. Et vous-même, vous êtes un champ immense de possibilités. Mais qu'est-ce qui fait justement que vous vous sentez limité? Vos pensées, votre manière de regarder, votre manière de penser. C'est vraiment fondamental. Et tout cela, ce qui est extraordinaire, c'est que ça s'apprend. Et tout le monde peut l'apprendre. Là aussi, justement, quel que soit votre niveau intellectuel, quel que soit votre niveau de connaissance, quel que soit votre statut, quel que soit votre état physique, eh bien, vous pouvez apprendre. C'est quelque chose qui s'enseigne, qui s'apprend et qui se pratique surtout. Alors, il y a une chose qui est très intéressante, vous savez, je parlais des découvertes qui ont été faites sur le cerveau, et la NASA a mis en évidence un phénomène extrêmement intéressant grâce justement à l'étude. Vous savez que les astronautes ont un entraînement extrêmement sévère, extrêmement dur. Et il leur avait mis une coquille sur les yeux qui faisait qu'ils voyaient tout à l'envers. Et ça, c'était pour les entraîner à gérer le stress quand ils se retrouveraient dans l'espace, dans n'importe quelle condition, pour pouvoir s'adapter plus facilement. Et ils voulaient voir les réactions qu'ils risquaient d'avoir. Et ils ont constaté, en fait, une chose qui est très intéressante, c'est qu'au bout de 30 jours, le cerveau s'était complètement adapté, parce qu'avec la coquille, il voyait les choses à l'envers. Et au bout de 30 jours, le cerveau avait remis les choses à l'endroit. Mais c'est au bout de 30 jours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont voulu voir ce qui se passait s'ils interrompaient l'expérience au bout de 15 jours. Il fallait à nouveau 30 jours pour que le cerveau se réadapte et qu'il arrive à remettre les choses à l'endroit. Et ça a été une découverte absolument extraordinaire en neurobiologie parce qu'on s'est rendu compte justement que pour changer une habitude,
eh bien vous pouvez changer l'habitude en 30 jours. C'est-à-dire que vous devez répéter la même chose pendant 30 jours jusqu'à ce qu'elle soit complètement assimilée par votre cerveau et qu'elle soit inscrite de manière indélébile. Et donc ça nous ramène justement à la pratique. Souvent les gens pratiquent un petit peu et ils attendent des changements. Alors ils vont avoir des effets, mais à la mesure de leur pratique. Si vous pratiquez un petit peu, ben vous allez avoir un petit peu de résultat. Mais si vous pratiquez beaucoup, si vous pratiquez régulièrement, de façon aussi intelligente, parce qu'il y a l'effort intelligent, vous pouvez faire un effort qui ne produise rien. Vous pouvez ramer à contre-courant pendant très très longtemps et pas avancer d'un centimètre. Il y a ce qu'on appelle l'effort juste. C'est l'effort qui est parfaitement approprié, qui est adapté par rapport à ce que vous voulez obtenir. Et si vous persévérez encore et encore, eh bien quelque chose va se passer et le changement va s'opérer. Pour les gens qui ont appris à parler une langue, c'est pas à la première séance que vous avez su parler anglais, c'est pas à la deuxième non plus, c'est pas à la troisième ni à la quatrième. Il a fallu des semaines, des mois et voire des années pour perfectionner votre langage. C'est exactement pareil. Et dans le domaine de l'accomplissement personnel, du bonheur, de la réalisation de soi, c'est curieux, on a l'impression que, je sais pas, il faudrait une séance, un claquement de doigts pour que notre existence change complètement. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Nous sommes régis par les mêmes lois. Ce qui s'applique à l'accomplissement personnel, au développement personnel, à tout ce que vous voulez réaliser en vous, c'est la même chose pour n'importe quelle autre discipline. Et ça marche. Vous savez, ce qui est extraordinaire, en 25 ans d'enseignement, depuis 25 ans que j'enseigne le développement personnel, ce qui m'a toujours ému, ce qui m'a toujours émerveillé, c'est de voir la malléabilité de l'esprit humain. C'est de voir comment, quand les gens arrivaient vraiment à s'impliquer et se mettaient vraiment à se passionner pour leur propre réalisation personnelle, quand ils commençaient vraiment à, comment dire, à s'enflammer, à creuser. Je vois, on a toutes sortes d'élèves, c'est assez amusant, et les personnes qui sont là dans l'attente, ouais, ça marche pas, c'est votre truc, ça vaut rien. Et puis il y a les autres qui creusent, qui cherchent, qui ne se limitent pas à ce qu'ils entendent, qui vont creuser encore un peu plus, qui vont, la même leçon, ils vont l'écouter une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, parce qu'ils veulent comprendre. Ils ont cette motivation profonde, ils désirent vraiment atteindre leur objectif et ils s'en donnent les moyens. L'abbé tibétain disait, si vous êtes tiède dans la pratique, ben les résultats seront tièdes. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, on voit la vie qui se transforme réellement. Et j'en suis d'ailleurs le premier témoin. Et c'est pour ça que j'enseigne le développement personnel. Parce que j'ai trouvé ça tellement extraordinaire de voir comment on pouvait changer. La vie devient littéralement magique. Si vous savez orienter votre pensée de la bonne façon, c'est vraiment une question de savoir-faire, c'est une question d'entraînement, de pratique. Et si vous avez ce que les bouddhistes appellent la pratique correcte, alors vous aurez le résultat qui va avec. Mais ça ne se fait pas, encore une fois, en un claquement de doigts. Mon deuxième livre, je l'ai intitulé justement « Je sais que vous pouvez réussir ». Je sais parce que j'ai réussi, parce que j'ai vu plein de gens réussir, parce que j'ai vu plein de gens transformer leur existence, parce que je sais que c'est possible. Et il y a à travers le monde des milliers, mais que dire, même des millions de témoignages de gens qui ont profondément changé leur existence parce qu'ils ont la bonne combinaison. Ils ont compris le truc, c'est qu'il y a un mode d'emploi. Seulement, est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver? Un jour, je suis tombé sur c'est un adage zen qui disait, j'avais une quinzaine d'années quand je suis tombé sur cette phrase, pour moi j'ai trouvé ça révolutionnaire. Dans le zen, on dit « Celui qui sait qu'il peut réussir n'est pas à l'abri de l'échec pour autant. Mais tant qu'il ne sait pas qu'il peut réussir, eh bien il échoue. » Est-ce que vous réalisez cette phrase? Ce qu'elle contient?
Pour moi, personnellement, ça a bouleversé ma vie. Et j'ai réalisé que, quel que soit mon point de départ, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouvais, eh bien, je pouvais changer ça. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai rencontré pratiquement toutes les difficultés que mes élèves rencontrent quand ils viennent dans un cours. Le doute, ça ne marche pas. Alors, on a envie d'abandonner. La paresse aussi qui nous prend, parce que ça aussi, c'est un obstacle extraordinaire. Mais il y a aussi beaucoup d'autres obstacles, dont je parle d'ailleurs dans le livre « Je sais que vous pouvez réussir ». Entre autres, le perfectionnisme, c'est un obstacle épouvantable. Il y a beaucoup d'obstacles comme ça, la culpabilité. C'est fantastique de voir combien les gens s'accordent peu ce droit au bonheur. Faites juste un petit exercice. D'ailleurs, on pourrait le faire là, mais il y a des gens qui ne sont pas dans une bonne position pour pouvoir le faire. Mais amusez-vous à le faire chez vous. Détendez-vous un petit peu, comme ça, sommairement. Vous laissez le calme s'établir en vous. Vous pouvez, je sais pas, écouter une petite musique si vous n'avez pas de pratique. Petite musique calme qui vous détend. Et répétez-vous dans votre fort intérieur, j'ai le droit d'être heureux. Alors en surface, vous pouvez avoir l'impression que vous vous accordez ce droit. Mais vous allez voir que tout au fond de vous, parce que je parlais des pensées tout à l'heure, le pire ne sont pas les pensées que vous avez en surface, les pensées conscientes. Et ça, la psychologie, depuis des siècles, nous le démontre. Le pire, ce sont les pensées dont vous n'êtes même pas conscient, qui agissent à votre insu. D'ailleurs, c'est Jung qui disait qu'une pensée qui est ignorée par la conscience se transforme en destin. Et c'est vrai, vous subissez vos conditionnements. Et dès que vous devenez conscient de ces pensées, eh bien, vous avez enfin la liberté de les suivre ou pas. Mais c'est à vous de décider. Donc, faites ce simple petit exercice, ça a l'air de rien du tout. Mais combien de mes clients sont venus me voir en me disant « Mais c'est extraordinaire parce que quand je me suis répété ça dans mon fort intérieur, eh bien, j'ai vraiment réalisé que, sans m'en rendre compte, eh bien, je m'interdisais ce bonheur. » Il y a une petite voix intérieure qui venait à la surface et qui me disait « Mais ça va pas, pourquoi tu aurais droit au bonheur? Qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta vie pour avoir ce droit ?» Le bonheur, il est indépendant des circonstances extérieures. Il est indépendant de vos comportements, de votre attitude. Ce n'est pas une question de mérite. Vous avez droit au bonheur. C'est une question d'état d'esprit. Si vous cultivez les bonnes pensées, si vous avez la bonne attitude, eh bien vous avez le bonheur qui va avec. Mais c'est des choses que vous pouvez faire vous-même. Alors on peut utiliser une méthode beaucoup plus élaborée, mais amusez-vous. Par exemple, essayez de penser à quelque chose, à un échec cuisant que vous avez eu dans votre vie. Et essayez de ressentir ce que vous ressentez à ce moment-là. Comment vous êtes. En général, on n'est pas très bien. À moins que vous ayez suffisamment de détachement depuis par rapport à cet échec, où vous êtes capable de rire de ce qui vous est arrivé. Mais la plupart d'entre nous, quand on va penser à cet échec ou ce moment malheureux, ça peut être une rupture, ça peut être quelque chose, vous n'allez pas vous sentir très bien. Par contre, amusez-vous, vous allez voir comment vous pouvez changer le cours de vos pensées. Pendant un moment, pensez par exemple à quelque chose que vous aimez. Pensez à un petit enfant par exemple. Pensez à un petit enfant joyeux, qui est en train de rire, qui est en train de s'ébattre, qui s'amuse. Et essayez de vous imprégner de ce que peut ressentir cet enfant à ce moment-là. Et vous allez ressentir sa joie en vous. Et vous allez devenir joyeux. Ce qui est extraordinaire, c'est que le bonheur, c'est quelque chose d'assez contagieux. Quand vous êtes avec des gens joyeux, même si vous êtes un triste cire, au bout d'un moment, ça va. Bon, il y a des personnes, c'est vrai, qui bougent pas beaucoup. Comme disait Sogyal Rinpoche, il y a des personnes qui sont très très stables dans la négativité. Le but, c'est d'acquérir de la stabilité, mais dans le bonheur. Mais il y a des personnes qui effectivement sont vraiment très très stables dans la négativité. Et s'y accrochent, et vous n'arrivez jamais à les faire sourire. C'est comme si vous disiez tu ne mourras pas, je ne sourirai pas. C'est vraiment extraordinaire. Ils s'empêchent eux-mêmes d'être heureux pour que finalement peut-être que les autres justement ne bénéficient pas de ce bonheur. Et c'est ce qui est extraordinaire dans le bonheur, c'est que quand vous l'avez, vous avez envie d'en donner encore plus. Et ça se pratique. D'ailleurs, vous voyez, il y a une émission en ce moment sur M6, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Oui, voilà. Et il montre combien on peut stimuler le bonheur. Et c'est une réalité. C'est quelque chose que vous pouvez vivre. Et il y a un moment, quand vous avez suffisamment pratiqué, parce que nous sommes faits d'habitude. C'est une chose qui est très intéressante dans
quand on étudie le bouddhisme, parce que j'ai étudié pendant pas mal de temps le bouddhisme, comme je l'ai laissé entendre, les bouddhistes disent « Nous avons développé un grand nombre d'habitudes et ces habitudes ont creusé des sillons sur notre conscience. » Et en fait, c'est des connexions neuronales qui se sont produites. C'est-à-dire, si par exemple, votre histoire a fait que vous avez développé une attitude colérique, chaque fois que vous vous mettez en colère, eh bien vous creusez un peu plus ce sillon. Et vous entretenez justement votre état de colère. Et c'est comme ça qu'on devient un colérique, tout simplement. Un colérique, c'est quelqu'un qui a développé l'habitude d'être en colère. C'est aussi simple que ça. Et c'est valable pour toutes les tendances que vous avez. Et j'entends des gens me dire « Mais je suis anxieux, c'est ma seconde nature. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas votre seconde nature, c'est une habitude aussi. Je suis un angoissé, c'est une habitude aussi. Vous avez développé un grand nombre d'habitudes. Et parfois, vous êtes tellement collé dedans que vous croyez que c'est la réalité. Que vous croyez que c'est quelque chose dont on ne peut pas soustraire, qu'on ne peut pas modifier. Les études nous démontrent exactement le contraire aujourd'hui. C'est modifiable. Vous pouvez le changer. Et ça, je trouve que c'est un espoir extraordinaire. Ça nous donne à chacun l'espoir de changer sa vie, de changer ses comportements, quels qu'ils soient. Mais évidemment, encore une fois, ça ne se fait pas juste en le désirant, parce que tout le monde désire être heureux, tout le monde désire avoir du succès, tout le monde désire avoir une vie épanouissante, riche à tous les niveaux, avoir des relations humaines enrichissantes. S'il suffisait de désirer une chose pour qu'elle arrive, bah, tout le monde serait heureux, enfin je suppose. Après, c'est la méthode, c'est la pratique, c'est ce que vous faites pour le réaliser. Une fois que vous avez compris, et c'est ça d'ailleurs le développement personnel aussi, puis il y a d'autres démarches, il n'y a pas que le développement personnel, mais ce que vous enseigne le développement personnel, c'est de vous montrer que vous avez des capacités et il y a une façon d'entraîner son esprit pour l'orienter vers plus de joie, plus de bonheur, plus de chance aussi, parce que la chance, en réalité, vous verrez que c'est une question de vibration. D'ailleurs, les psychologues connaissent bien ce truc. Vous savez, on dit souvent qu'une personne qui manque d'estime d'elle-même a peu de chances de rencontrer des gens qui ont une saine estime d'eux-mêmes. Parce que vous vibrez, je parlais de la vibration de la pensée, quand vous vibrez à un certain niveau, vous allez forcément entrer en résonance avec ce qui correspond avec votre niveau vibratoire, c'est-à-dire avec votre propre vision de la réalité. Si vous pensez ne pas mériter de relations heureuses dans votre fort intérieur, même si vous le désirez très très fort, mais si dans votre fort intérieur, si dans votre inconscient, vous pensez ne pas le mériter, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce que vous allez obtenir va exactement correspondre à ce que vous pensez. Et c'est exactement ce qui se passe. Je charrie souvent d'ailleurs mes élèves en leur disant, vous savez, il y a deux types de méditation. Il y a la méditation sur le bonheur et la méditation sur le malheur. Alors la méditation sur le malheur, vous pourriez prendre une feuille, un papier, puis vous remplissez une feuille, puis vous commencez à regarder tout ce que vous n'avez pas. Les amis que vous n'avez pas, la chance que vous n'avez pas, l'argent que vous n'avez pas, tout ce qui vous manque. Et vous listez ça, et vous la regardez bien, vous la lisez, vous vous imprégnez, et je peux vous assurer qu'à la fin, vous allez être complètement déprimé. Et ça marche très très bien, c'est très efficace. Et c'est ce que vous faites la plupart du temps. Si vous vous écoutez penser, si vous vous écoutez parler aussi, c'est extraordinaire. D'ailleurs, amusez-vous à vous enregistrer. C'est vraiment un très très bon exercice à faire. Je sais que c'est pas agréable, parce que quand vous le repassez après, vous dites mais c'est pas possible. C'est pas moi qui parle. Ben si, c'est vous. Et quand vous écoutez, si vous avez suffisamment de recul à ce moment-là, vous allez dire mais c'est pas étonnant tout ce qui m'arrive. Parfois, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes agressif dans votre manière de vous exprimer. Quand vous demandez, parce que vous vous sentez coupable de demander, vous devenez aussitôt agressif. Qu'est-ce que vous allez obtenir comme réponse? Forcément une réponse négative. Et puis, il y a l'autre type de méditation. Vous commencez à lister tout ce que vous avez. La plus petite chose. Ben, c'est ce que j'ai fait quand j'étais SDF. Et je trouvais que j'avais beaucoup de chance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que justement, comme me disait un camarade d'infortune, il me disait « Toi, tu resteras pas à la rue, tu es trop optimiste. » Eh bien oui. Parce que je ne croyais pas une minute au malheur que j'étais en train de vivre. Parce que pour moi, ce n'était pas un malheur, c'était une opportunité.
c'est une question d'angle de vue. Les situations auxquelles vous êtes confrontés sont les mêmes pour tout le monde, mais personne ne l'aborde de la même façon, personne ne le regarde de la même façon. Regardez face à un échec. Il y a des personnes qui vont complètement s'écrouler, qui vont perdre complètement confiance en eux. Et il y en a d'autres, au contraire, ça va les faire grandir. Ils vont tirer leçon de cette expérience cuisante, ils vont apprendre, ils vont regarder comment ils peuvent faire autrement, et ils vont remercier justement cet événement douloureux. Autrement dit, ils en auront fait une opportunité. On interviewait un jour une personne qui avait, à qui il manquait un bras et une jambe, et il disait ce n'est pas un malheur, c'est juste un défi à relever. Et aux États-Unis, c'est un joueur de baseball. Je pourrais vous citer des cas comme ça, et vous avez dû en voir à la télé, et ils ne sont pas rares. On peut les compter par millions. Des gens qui se sont sortis de situations véritablement pénibles, très difficiles, mais parce qu'ils ont su regarder les choses sous le bon angle. Lorsque vous êtes devant une montagne, vous pouvez la regarder sous l'angle le plus escarpé et vous dire « j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est trop escarpé ». Mais vous pouvez aussi, la même montagne, la regarder sous un autre angle. Et vous allez voir que finalement, la pente est beaucoup plus douce et que vous pouvez atteindre différemment, mais vous pouvez atteindre aussi le sommet. Parce que c'est possible. Ça dépend comment vous regardez les choses. Une personne pessimiste va dire c'est difficile. Une personne optimiste va dire ça va demander plus d'efforts, mais c'est possible. Comment vous regardez les choses? Je sais que vous pouvez réussir. Quoi que vous vouliez réaliser dans votre existence. Je ne suis pas en train de vous faire croire au miracle. Mais vous êtes capable de faire des choses miraculeuses. Moi j'ai vu des gens, c'est extraordinaire ce qu'ils sont capables de faire. Juste une fois qu'on leur a montré qu'ils pouvaient le faire. Dès qu'on leur a montré que, eh bien, il y avait une manière de tourner son esprit. Il y avait une manière, une façon de faire. Aujourd'hui, à cet instant même, au moment où je vous parle, eh bien, vous pouvez modifier l'état de vos pensées. Vous pouvez le faire tout de suite. C'est à la portée de n'importe qui. Et ce qui compte, c'est que vous le fassiez régulièrement pour que ça devienne une réalité. Vous savez, si vous regardez, Dalai Lama disait une chose à propos des pensées positives et négatives. Il disait entretenir les pensées et les sentiments négatifs. Plutôt comme ça. Il disait entretenir et faire exister les pensées positives, c'est aussi difficile que de monter une lourde pierre au sommet d'une montagne. Bon, ça va déjà en décourager quelques-uns. Mais se laisser aller à la négativité, c'est aussi facile que de pousser cette lourde pierre vers le bas. Seulement, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que tout ce que vous faites, votre manière de penser, a des conséquences. Si vous entretenez vos pensées négatives, qu'est-ce qui va en résulter? Du négatif. Si vous entretenez vos pensées positives, même si ça vous paraît plus difficile, qu'est-ce que vous allez en retirer? Eh bien, du positif. Vous savez, c'est assez mathématique finalement le développement personnel. Le développement personnel vous apprend une chose fondamentale. Ça va vous faire rire d'ailleurs que je vais vous le dire. Si vous plantez des graines de carottes, qu'est-ce que vous allez récolter? Des carottes. Évidemment. Oui, mais c'est extraordinaire, c'est de voir ce que les gens plantent constamment tous les jours. C'est qu'ils désirent une chose et ils cultivent son contraire. Ils s'entretiennent dans la négativité, ils ont toujours une bonne raison d'être en colère, ils ont toujours une bonne raison d'être agacés, ils ont toujours une bonne raison de ne pas faire d'efforts pour changer leur vie. Ils ont toujours des excuses. En 25 ans d'activité, c'est extraordinaire le nombre de fois où j'ai entendu les gens me dire « oui, mais ». Et je leur dis « oui, mais ».
vous en êtes toujours là. Votre vie n'a toujours pas changé. Vous avez toujours une bonne excuse, vous avez toujours une bonne raison de ne pas faire ce que vous avez à faire pour que votre existence change. La première chose que vous devez faire dans votre vie, c'est d'abord de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Deuxième question, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour l'obtenir? Et qu'est-ce que vous allez faire pour l'obtenir? Et c'est là où nous avons besoin d'une méthode. C'est très très difficile, j'avoue que personnellement, si je n'avais pas rencontré toutes ces personnes que j'ai rencontrées sur ma route, et je pense que si on les rencontre, ce n'est pas par hasard. On dit d'ailleurs souvent, il y a cet adage qui dit que le maître arrive quand l'élève est prêt. Et je pense que c'est vrai. Parce qu'à un moment, ce qui se passe dans votre vie, c'est que vous en avez suffisamment assez et que vous dites il faut que je fasse quelque chose. Ça suffit. Parfois on va très très loin dans le processus de destruction pour se dire enfin il faut faire quelque chose. Et les personnes, c'est quand elles ont chopé un cancer ou je ne sais pas quoi, qu'elles se disent là il faut peut-être que je change quelque chose dans ma vie. Il y a peut-être quelque chose à changer. Les malheurs, ce sont des signes, ce ne sont pas des malheurs en soi. On est juste en train de vous dire vous avez emprunté la mauvaise route. Et il faut peut-être changer quelque chose. Il faut peut-être se réorienter. Et comme je vous disais, effectivement c'est difficile d'y arriver seul. Si je n'avais pas rencontré des gens comme Gérard Duruche, Shimendri Rinpoche, ça c'était Dalai Lama, avec qui j'ai fait 2 sessions. Et tous les mentors aussi que j'ai pu rencontrer, qui avaient justement les numéros pour ouvrir le coffre, ils m'ont donné ces numéros. Chaque fois j'avais un nouveau numéro. Et ça venait, et à un moment, eh bien, on comprend comment la porte s'ouvre. Alors, à toutes ces personnes qui disent « oui, mais j'ai une très très bonne raison d'être malheureux », alors sans doute, vous avez une très très bonne raison d'être malheureux, mais ces raisons même que vous vous donnez d'être malheureux ne font rien d'autre que vous entretenir justement dans le malheur. Et si vous essayez cette option de vous dire « après tout, moi c'est ce que je me suis dit un jour, je suis tellement dans le merdier, qu'est-ce que je risque à essayer? Chaque jour, je vais planter une graine, puis une autre, puis une autre. Puis à la fin, vous avez une forêt. Au lieu de se désespérer. Pour ne reciter que Jack Canfield, il dit une chose, vous devez agir comme si vous étiez à 100% responsable de votre vie. Vous savez, c'est une règle assez générale. Ceux qui s'entretiennent dans la difficulté et le malheur sont toujours en train de rendre les autres responsables de leur malheur. C'est de la faute au ciel, c'est de la faute à Dieu, c'est de la faute aux politiques, c'est de la faute à l'ambiance, c'est de la faute à la crise, c'est de la faute à mes hormones, c'est de la faute... Il y a toujours quelque chose à l'extérieur qui est à l'origine de leur malheur. Mais pas une seule fois ils se posent la question, est-ce que je n'y serais peut-être pas pour quelque chose dans mon malheur, dans ma difficulté? Est-ce que ça ne viendrait pas finalement de toutes ces pensées que je nourris depuis si longtemps et qui font que j'attire à moi, parce que vous êtes un véritable aimant. Vous avez entendu parler de la loi de l'attraction, mais c'est ça. Vous êtes un aimant, vous attirez à vous toutes ces choses. Et si vous vibrez de manière négative, qu'est-ce que vous allez attirer à votre vie? Des choses négatives. Vous allez rencontrer des gens négatifs. Vous allez rencontrer des ennuis. Vous les appelez sans le savoir. Mais si vous commencez un petit peu à modifier les choses, à modifier votre façon de penser,
à regarder les choses sous un autre angle. Dites-vous que la situation, ultimement, elle est neutre. Elle est ni positive, ni négative. Vous allez me dire, oui, mais quelqu'un qui m'agresse, c'est pas positif. Mais là aussi, c'est pareil. Mettez 10 personnes face à cette même personne qui agresse, on n'aura pas le même résultat. On peut imaginer une personne qui a suffisamment confiance en elle, elle ne va pas se laisser impressionner. Au contraire, elle va peut-être même aider son agresseur en lui disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ça paraît d'être la forme aujourd'hui. Qu'est-ce qui te rend si agressif ?» Comment la personne va réagir en face? Mais par contre, si vous êtes une victime, vous manquez de confiance en vous, la personne vous agresse, vous prenez peur, vous repliez sur vous, qu'est-ce qui va en résulter? Vous connaissez la réponse, je n'ai pas besoin de vous la donner. Vous savez, le rapport qu'on a avec les autres est directement affecté par le rapport qu'on a avec soi. Tous les psychologues vous le diront. Si vous manquez d'estime de vous, si vous manquez de confiance en vous, quel va être le rapport que vous avez avec les autres? Si vous manquez de confiance en vous, une personne vous insulte, ça va vous blesser. Si vous avez confiance en vous, ça ne vous affecte pas. Vous dites la personne est un peu fatiguée, ou elle n'est pas très en forme, ou elle est passée par un mauvais moment, ou peut-être qu'effectivement elle a peut-être un sale caractère finalement, et elle s'entretient justement dans la négativité. Mais ça va, vous allez rester tranquille, vous allez conserver la paix de votre esprit. Mais si vous manquez de confiance en vous, eh bien vous êtes la proie de toutes ces personnes qui passent sur votre route et qui arrivent à appuyer sur le bouton qui fait que ça réveille cette réaction douloureuse. Un maître disait un jour à un de ses disciples qui était venu assez remonté parce qu'un de ses compagnons de chambrée l'avait embêté, et il lui dit « il m'a mis en colère ». Et le sage lui répond « il t'a pas mis en colère, il a réveillé de la colère qui était déjà en toi. Vous êtes propriétaire de cette colère. Les autres ne font que la réveiller. Quand vous dites « il m'a mis en colère », non, non. Peut-être qu'il a appuyé sur le bouton qu'il fallait et ça vous a mis en colère. Ça a réveillé de la colère qui était là en vous. Mais vous avez d'autres options que la colère face à une situation, même face à un agresseur. Il m'est arrivé une expérience il n'y a pas très longtemps, c'était assez amusant. J'étais allé faire des courses et j'ai repris ma voiture et il fallait que j'aille chercher de l'essence, c'était un centre commercial. Donc j'ai pris ma voiture et puis j'ai carrément coupé à travers le parking, il n'y avait pratiquement personne. Et à un moment, je me suis retrouvé nez à nez avec une personne qui était dans sa voiture. Évidemment, il était très fâché, il a froncé les sourcils, on voyait qu'il était plein de colère parce que je me suis retrouvé en face de lui, parce que j'avais traversé le parking. Et j'ai vu dans son regard que c'était rien, c'était pas grand-chose, mais enfin pour lui, ça avait l'air d'être catastrophique. Et de s'être retrouvé nez à nez face à moi, comme ça, sur le parking. J'aurais pas dû être là à ce moment-là, je lui ai coupé la route, lui ça l'a mis dans tous ses états. Enfin bon bref, j'ai contourné sa voiture et je suis allé chercher mon essence. Et notre personnage, lui, est allé se garer un petit peu plus loin, il est sorti de sa voiture et je l'ai vu me foncer dessus. Et je me suis dit, ouf. Et il arrive, prêt à en découdre, et je lui dis, très décontracté, je lui dis, vous êtes extraordinaire. Vous vous rendez compte pourquoi vous vous mettez en colère? Non, je ne lui ai pas dit comme ça, je lui ai dit, ne me dites pas que c'est parce qu'on s'est trouvé nez à nez tout à l'heure que vous êtes à ce point en colère, j'arrive pas à y croire. Il ne s'attendait pas à cette réaction. Il pensait que soit j'allais avoir peur, soit j'allais retrousser les manches pour me battre avec lui, j'ai aucune envie de me battre avec lui. Et il a été complètement déstabilisé. Je lui dis, vous êtes quand même incroyable. Alors évidemment, il a voulu garder il voulait garder bonne figure. Alors il m'a dit, pauvre con, je ne sais plus trop ce qui m'a sorti. Je lui ai dit, écoutez, si ça peut vous faire plaisir, je suis un pauvre con, mais je lui ai dit, écoutez, franchement, soyez honnête, ça valait vraiment pas la peine de vous déplacer pour si peu. Et puis il est reparti tout penaud.
Et puis il a repris sa voiture, il est repassé devant moi, j'entends vous savez, le regard qui tue. Tu vois, je t'aurais... J'étais persuadé que j'allais le voir un peu plus loin, qu'il allait me poursuivre. Non, j'ai échappé à ça. C'est extraordinaire de voir comment les gens peuvent se mettre dans tous leurs états pour vraiment si peu de choses. Mais si vous êtes honnête avec vous, sans vous juger, regardez-vous dans votre vie. Combien de fois vous avez laissé vos émotions vous trahir? Vous avez laissé vos propres sentiments, vos propres émotions vous entraîner directement en enfer. Alors que ce bonheur, vous auriez pu justement le garder. Ce n'est pas les circonstances extérieures qui détruisent votre bonheur. C'est votre manque de stabilité. Ce sont vos propres émotions. C'est votre propre incapacité justement à les gérer, à les apprivoiser. Parce que vous devez apprendre à les apprivoiser. Nous avons tous des émotions, nous avons tous même, ça nous arrive tous d'être pris par des sauts d'humeur. Mais c'est comment après vous vous regardez? Est-ce que vous êtes capable d'indulgence à votre égard? Est-ce que vous êtes capable de rire de vous en vous disant à vous-même, oh mon Dieu, qu'est-ce que je me suis laissé embarquer? Et d'avoir ce recul, ce détachement, et puis de faire rentrer les choses dans l'ordre. Est-ce que vous êtes capable, après une dispute, d'aller voir votre compagnon et lui dire, bon écoute, on est des gens intelligents, on s'est balancé des choses qui n'étaient pas très sympathiques, mais on peut peut-être prouver qu'on est capable de mieux que ça. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais l'autre, c'est toujours les autres. Parfois, j'admets, c'est vrai que c'est difficile. Vous voyez bien, avec cette personne qui voulait me casser la figure, ça aurait pu mal se finir. Finalement, je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai eu un bon résultat par rapport à ce qui aurait pu se passer. Vous n'obtiendrez peut-être pas toujours ce que vous voulez, mais vous pouvez faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux, que la façon dont ça se serait déroulé si vous étiez laissé aller à vos émotions destructrices. Alors maintenant vous allez me dire, mais comment je fais pour domestiquer mes pensées? Alors c'est pas dans le cadre d'une conférence que je peux vous l'apprendre, parce que ce sont des choses qui s'apprennent avec les mois, j'ai envie de dire les années de pratique, mais c'est réellement quelque chose que vous pouvez apprendre en pratiquant, en vous entraînant, en apprenant à avoir un meilleur rapport avec vous, en apprenant à vous regarder autrement, en ayant un regard amical à votre égard. Et au lieu justement de vous condamner quand vous faites des erreurs, d'essayer de comprendre ce qui est arrivé, de regarder très objectivement ce qui est arrivé. L'échec, ça n'existe pas, c'est une expérience. Certes, qui n'est pas toujours très agréable, parce que ce qui s'est passé ne correspond pas à ce que vous vouliez, mais justement, elle vous donne aussi l'opportunité de faire autrement. Si vous avez échoué, c'est parce qu'il vous a manqué simplement un certain nombre d'éléments. Vous devez comprendre une chose qui est fondamentale. Et je ne cesse de la répéter dans mes cours, je ne cesse de la répéter aussi dans mes livres. Je crois que c'est très important. J'ai appris ça avec un ami qui était physicien, enfin qui est toujours physicien, qui parlait de ça. Et aussi dans le bouddhisme, parce qu'on l'enseigne dans le bouddhisme. Vous devez réaliser que tout, je le mets en majuscule, tous les phénomènes résultent d'un ensemble de causes et de conditions. Autrement dit, ce que vous vivez ici et maintenant, aujourd'hui, c'est un aboutissement. C'est le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions. Résultat, ça veut dire résulte de. Ce que vous vivez maintenant, ce que vous expérimentez maintenant, est la suite d'une longue chaîne de circonstances, de causes et de conditions qui sont réunies. Mais que vous n'êtes pas obligé de subir. Parce que dans ces causes et conditions, eh bien, vous faites partie de ces causes et de ces conditions, et que vous avez la capacité consciente de changer cela. Vous pouvez modifier ces causes et ces conditions. Une personne justement vous insulte, vous n'êtes pas obligé de le prendre pour vous. Essayez pour une fois de ne pas vous laisser insulter. Quand on dit ne pas vous laisser insulter, c'est pas rendre les coups. C'est de vous rendre compte, c'est pas pour vous. C'est la personne qui est en train de se faire un cinéma sur vous, qui est en train de projeter un truc sur vous, mais ça ne vous concerne pas puisque c'est pas vrai.
Je charrie souvent d'ailleurs mes clients en leur disant si quelqu'un vous traite d'imbécile, c'est parce que vous supposez que ça pourrait être vrai. Mais si vous avez conscience de votre valeur, si vous avez conscience de qui vous êtes, ben, une insulte ne vous affecte plus. C'est son problème de croire ça. Cette personne qui, à la pompe à essence, m'a traité de pauvre con. Et c'est pour ça que je lui ai répondu, si ça peut vous faire plaisir. Ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Je ne vais donc pas me laisser affecter par son histoire. Je voudrais faire un petit truc avec vous. Parce que je trouve que c'est une image intéressante. Imaginons que quelqu'un vous donne un billet de 100 €. Gratuitement, comme ça. Vraiment, par pure générosité, il a envie de vous le donner. Imaginons justement que c'est un multimillionnaire, il n'a que faire de 100 €, pour lui ça ne représente pas grand-chose, et il vous le donne. J'imagine, enfin en tout cas moi c'est ce que je ferais, que vous l'accepteriez. Il n'y a pas de contrepartie, il n'y a rien, il va disparaître de votre vie, vous n'entendrez plus parler de lui, c'est pour vous. Moi personnellement je l'accepterais. Donc je suppose que vous feriez pareil, non? Est-ce qu'il y en a qui refuseraient ces 100 €? Alors ça va me permettre, je sens bien que vous êtes... Bon, j'ai pas 100 € et je peux pas en donner à tout le monde. C'est juste, vous allez comprendre où je veux en venir. Alors imaginons justement que c'est 100 €, que je suis multimillionnaire, que je m'en fous, que je peux même, à la limite, si vous ne le voulez pas, je vais le jeter à la poubelle après. Et je suis sûr qu'après, tout le monde va se précipiter dans la poubelle pour aller le chercher d'ailleurs. Je vous demande juste de jouer le jeu, c'est pour la démonstration. Qui veut ce billet? Allez, faites pas semblant. Bien, merci. Merci pour les gens honnêtes. Oui. Je le verse à une association www.nouvelle. Alors attendez, laissez-moi terminer la démonstration après. Regardez ce billet. Je le froisse volontairement. Est-ce que vous le voulez toujours? Je le jette par terre. Je le piétine. Est-ce que vous le voulez toujours? Oui. Pourquoi vous le voulez toujours? Pour l'association humanitaire Nouvel Espoir. Parce qu'il n'a pas changé de valeur? Dans votre vie, vous serez froissé, vous serez piétiné, mais votre valeur, elle, ne changera pas. Pour l'association. Merci pour l'association humanitaire Nouvel Espoir de Marthe-la-Jolie. Merci pour eux. Je pourrais vous parler comme ça pendant des heures parce que il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à enseigner. Même moi, encore aujourd'hui, après plus de 25 ans, ça fait même plus de 30 ans que je pratique le développement personnel. J'ai eu la chance de commencer très jeune parce que, avec la vie épouvantable que j'avais qu'une chose à faire, c'était soit je subissais, comme le disait Cyrulnik, il disait face à la souffrance, vous avez deux possibilités, soit vous le subissez, ou soit vous en faites quelque chose. Alors moi j'ai décidé d'en faire quelque chose. Cette vie était tellement incroyable dans son sens négatif que je me disais la vie est vraiment trop absurde. C'est vraiment absurde de vivre comme ça. Je me souviens quand j'étais jeune, je me suis même engueulé avec Dieu. Je suis allé à une chapelle et puis je l'ai traité de tous les noms en lui disant que s'il existait, je m'en foutais, qu'il ait qu'à me foudroyer pour voir. Bon, il ne s'est rien passé, évidemment. J'étais tout jeune, donc j'avais des excuses, j'avais 10-12 ans. Je ne comprenais pas que la vie pouvait être aussi difficile et aussi cruelle. Mais en fait, elle n'était pas cruelle. Elle était juste, la vie était en train de me dire que je n'avais pas choisi la bonne route. Vous savez, si on vous met un bandeau sur les yeux, imaginez qu'on vous met un bandeau sur les yeux puis qu'on vous lâche dans un labyrinthe. Comment vous allez vous repérer?
vous allez vous cogner au mur. Et c'est chaque fois que vous cognez au mur, vous vous dites « je ne suis pas sur le bon chemin ». Et vous vous replacez jusqu'à ce que vous trouviez le chemin. Les murs, chaque fois que vous vous cognez, sont là pour vous dire « replace-toi » et vous avancez. La vie, c'est ça. Quand vous souffrez, quand vous êtes mal, ça n'est pas un malheur. La vie vous dit « tu te trompes dans ta façon de penser, dans ta façon d'agir, dans ta façon de t'exprimer. Trouve la bonne attitude. » Dès que vous avez trouvé la bonne attitude, ça change. Et vous l'avez déjà expérimenté maintes et maintes fois vous-même. Combien de fois il vous est arrivé de vous réajuster suite, par exemple, à une dispute? Vous vous dites, ah, je suis vraiment désolé, c'est vraiment pas du tout ce que je voulais te dire, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Vous redescendez, vous vous mettez au niveau de l'autre, vous le comprenez, vous êtes désolé, puis vous dites, voilà. Parce que vous avez de l'affection pour la personne, vous avez de la tendresse, vous revenez à un niveau beaucoup plus humain, alors que si vous étiez resté durci dans la colère, qu'est-ce que vous auriez obtenu? Et là, d'un seul coup, les choses changent. L'autre s'adoucit aussi. C'est dit, écoute, c'est... Évidemment, si vous avez affaire à un psychorigide, ceci, ça demandera beaucoup plus de temps. Mais si vous n'êtes pas psychologue, il vaut mieux l'envoyer chez un psychologue. Mais donc, choisissez aussi vos partenaires. Hein. Parfois, c'est pas par hasard si vous êtes avec certaines personnes, donc n'allez pas vous plaindre non plus. Hein. Mais vous voyez comment votre niveau vibratoire a changé à ce moment-là. Vous êtes devenu plus tendre, plus affectueux, vous aviez plus d'amour dans le cœur, et à ce moment-là, votre rapport avec l'autre a changé. Vous savez, on dit dans le bouddhisme, on dit que les animaux sont des médiums. Médiums dans le sens où ils ressentent comment vous êtes. Je me rappelle, j'ai eu des épisodes dans ma vie où j'allais me retirer dans la nature et je méditais, je me souviens dans l'endroit dans le Haut-Rhin où je me retirais, il y avait un banc et puis j'étais juste en dessous d'une immense statue de Jésus avec les bras grands ouverts. Souvent il est crucifié, le pauvre, on le représente que comme ça, alors que là au contraire il avait les bras grands ouverts. Et j'étais assis sur ce banc, c'est un endroit qui est complètement retiré dans la nature, à flanc de colline, et je me levais le matin sur les coups de 5 heures, je méditais à cet endroit. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que quand j'ouvrais les yeux, il y avait des animaux sauvages devant moi. Il y avait des biches, des cerfs, il m'est arrivé de croiser, de voir des renards qui venaient par là, qui passaient. Ils ne s'occupaient pas de moi, je ne les effrayais pas parce que mon esprit était paisible. Mon esprit était en paix, j'étais tranquille, j'étais parfaitement aligné avec la nature et les animaux le ressentaient. Et vous pouvez le voir si vous avez des animaux de compagnie, c'est extraordinaire comment ils vibrent en fonction justement de votre état d'être. Et ils vous donnent eux aussi justement des repères. Les animaux sont d'excellents maîtres. C'est amusant d'entendre souvent les gens dire je suis le maître de ce chien. Mais les animaux nous éduquent beaucoup. Et si vous savez les écouter, alors justement on est dans un salon bio nature, donc je suppose que vous respectez tous la nature, que vous avez envie de voir, parce que malheureusement on voit ce qu'on a fait à la nature, elle souffre énormément, et chacun d'entre vous, je l'imagine et je l'espère, fait chaque jour un petit geste pour aider cette nature, parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est limité à la spolier, à prendre ce qu'elle nous donne généreusement, sans arrêter d'ailleurs. Même quand on continue à la spolier, eh bien, continue à donner, à donner, à donner. Regardez, on met du goudron, ça pousse encore. La nature est extraordinairement généreuse. C'est une énergie extraordinaire. Et la nature, elle vibre en vous. Vous êtes la nature. Vous êtes issu de la nature. Et c'est pour ça que vous devez respecter la nature, parce qu'en respectant la nature, c'est vous que vous respectez. Et en vous respectant, vous respectez la nature. Ça va dans les deux sens. C'est ça aussi votre accomplissement personnel, parce que en cherchant à vous accomplir, à vous réaliser personnellement, eh bien vous vous mettez un peu plus en phase avec votre nature, avec ce que vous êtes fondamentalement, et donc forcément avec la nature à l'extérieur. Alors oui,
pour terminer, je sais que j'ai encore du temps, mais on n'a pas besoin toujours de faire de très longs discours. Alors pour terminer, je dirais oui, je sais que vous pouvez réussir, quels que soient vos objectifs dans la vie. Ayez un rêve, s'il est en accord avec ce que vous êtes, eh bien cultivez-le exactement comme vous cultivez une plante. Donnez-lui de l'eau, donnez-lui du soleil, juste ce qu'il faut, pas trop. Donc vous devez comprendre l'art du jardinage aussi. Eh bien pour réaliser vos rêves, c'est la même chose. Vous devez comprendre comment vous fonctionnez, vous devez vous étudier, comme vous avez étudié une plante. Le botaniste vous a dit, cette plante, eh bien, elle a besoin de beaucoup de soleil. Celle-là, elle n'en a pas trop besoin. Celle-là, elle a beaucoup besoin d'eau. Celle-là, pas trop. Celle-là, elle a besoin de beaucoup de nutriments, etc. Il y a une science du jardinage. Mais il y a une science de l'esprit aussi. Vous devez comprendre comment vous fonctionnez. Vous devez vous étudier. Vous devez comprendre qui vous êtes. Et c'est à cette seule condition que vous acquérerez la maîtrise de vous-même. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Ce n'est pas en lisant un livre par-ci par-là, ce n'est pas en participant à un atelier par-ci par-là que votre vie va changer. C'est en pratiquant tous les jours. Gandhi a dit « Soyez le changement que vous voulez être ». Et c'est maintenant que vous devez le faire. Parce que ce que vous faites aujourd'hui détermine ce que vous serez demain. Et ce que vous êtes aujourd'hui, eh bien, est juste le reflet de ce que vous avez nourri et entretenu depuis. Alors, à vous de vous poser les bonnes questions. Demandez-vous si vous êtes satisfait du résultat obtenu. Et demandez-vous simplement aussi s'il n'y a pas quelque chose à changer pour que ça s'améliore. Et ça, c'est votre responsabilité. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous pouvez mettre votre